sommes ici le long du canal Anvers-Bruxelles-Charleroi qui, à Bruxelles, correspond à la vallée de la Seine. Vallée de la Seine qui est un axe facilité de commerce et donc qui a vraiment servi dès la structuration, de la formation de la ville de Bruxelles à concentrer les échanges plutôt commerciaux et artisanaux. Vallée qui a été doublée dès le XVIe siècle d'un canal artificiel reliant Bruxelles à Anvers pour faciliter ces échanges commerciaux de produits qui étaient consommés par les habitants. Dès le XIXe siècle, avec la révolution industrielle, ce canal a structuré finalement le développement d'industries beaucoup plus lourdes, de transformation de matières premières. Et dans la logique de la révolution industrielle, s'y sont aussi agglomérés des habitats ouvriers qui finalement correspondaient à ces développements industriels. On les retrouve du côté de Kuregem ou du bas de Molenbeek. Même si aujourd'hui le canal a un rôle beaucoup moins important dans les échanges de marchandises parce que l'essentiel des échanges se font par la route via les camions et les camionnettes, le canal conserve un rôle d'une part pour les échanges de marchandises plus lourds, mais aussi en fait comme axe de structuration des échanges avec les infrastructures qui polarisent les flux entrants et sortants de Bruxelles et qui par là évitent la dispersion aussi des flux routiers dans l'espace bruxellois en les concentrant finalement dans cet espace industriel et logistique le long du canal. Le canal a une fonction historique de production, de transport, de distribution de matières, de marchandises. Il l'a encore aujourd'hui. Depuis le début des années 2000, il y a toutefois une forte pression immobilière qui est en train de chasser les entreprises, les activités économiques vers la périphérie de la ville. Nous sommes ici en face de Docks Bruxelles, un très grand centre commercial. Celui-ci a ouvert ses portes en 2016. Autrefois, vous aviez ici les anciennes poêleries Godin, une ancienne fabrique de poêles en fonte qui avait atterri en 1858 avec tout un projet d'entrepreneuriat social. Par la suite, c'est plusieurs entreprises, sociétés qui sont venues se nicher dans cet espace pour aujourd'hui, à la place, mettre une méga fonction consumériste, ce centre commercial qui, par ailleurs, a démoli tout le patrimoine historique. Sauf une chose, c'est le Familister. Le Familister, c'est ce bâtiment en briques, c'était le logement coopératif ouvrier. Il a appartenu au CPS de la ville de Bruxelles jusqu'en 2018. L'idée était d'y faire du logement social. Par la suite, le CPS a revendu à un promoteur immobilier pour y construire 60 logements de luxe au prix de base de 3 000 € du mètre carré, donc très loin de la bourse des Bruxellois, très éloigné aussi finalement de ce qu'on aurait pu imaginer dans cette philosophie historique d'un entrepreneuriat social. En amont, vous avez le Mabru. Le Mabru, c'est le plus gros marché de gros de Bruxelles qui accueille environ 120 grossistes. Il occupe environ 400 personnes. C'est une activité fondamentale pour les épiciers, pour l'horeca bruxellois. Il se fait que la région et la ville de Bruxelles, depuis quelques années, souhaitent aussi éloigner le Mabru plus vers le nord. Ça va augmenter les kilomètres parcourus, ça va éloigner ce marché matinal des Bruxellois et de tous ces petits acteurs économiques très utiles. Mais de façon fondamentale, c'est tout le long du canal qu'on observe la manière dont la montée des prix, l'avancée, la spéculation immobilière chasse toute une série d'activités économiques hors de la ville et provoque une sorte de gentrification d'entreprises à côté de la gentrification des personnes. En plus de la question de l'éviction des activités portuaires, logistiques, industrielles par le changement de terrain, l'arrivée de ces nouvelles fonctions de logement, de loisirs, de commerce dans un espace industriel pose des questions de cohabitation. Et ici, on en a un exemple parfait. L'arrivée de la tour Upside pose des questions de cohabitation avec les activités portuaires et logistiques qui étaient présentes avant. Pourquoi? Parce que simplement c'est des rythmes qui sont différents, donc des activités de béton ou de matériaux de construction, elles commencent tôt le matin avant le début des chantiers, donc vers 5 h du matin, ce qui fait du bruit. Ces activités elles génèrent de la poussière, elles génèrent un trafic de poids lourds locaux qui foncièrement sont incompatibles avec l'arrivée d'habitants qui demandent des standards de luxe.
Nous sommes ici au bassin de Bistebroek. C'est sans doute la plus grande zone d'industrie urbaine en région bruxelloise, ou par ailleurs très bien connectée au ring, à la voie d'eau et potentiellement au chemin de fer. Mais en 2012, la région bruxelloise décide d'autoriser du logement en masse. Environ 4000 logements, c'est-à-dire plus que le nombre de permis de logement délivrés annuellement en région bruxelloise. Donc c'est très massif. Ça va attirer l'attention de la spéculation immobilière, des promoteurs, et donc des gros promoteurs, Immobel, BPI, Athénor, vont rafler petit à petit tous les terrains ici autour pour produire des tours de logement haut de gamme, de luxe, avec vue sur le canal, ce qui risque fortement de fragiliser cette zone d'emploi, d'industrie et de production. Ici, vous avez derrière moi un bassin giratoire. C'est-à-dire que c'est le seul endroit au sud du canal où vous pouvez imaginer qu'une péniche fasse demi-tour dans un sens ou dans un autre pour repartir vers le sud ou vers le nord de Bruxelles. Vous avez des quais de déchargement et donc vous pouviez imaginer ici un port au sud de Bruxelles, un port à taille humaine au service de la ville pour décharger les déchets ménagers, des denrées alimentaires non périssables, des matériaux de construction. Mais si vous avez des projets immobiliers derrière, des tours avec des logements haut de gamme, on peut imaginer que les futurs occupants de ces logements vont peu apprécier d'habiter dans une zone logistique. Donc à terme, cette zone qui est précieuse et unique en région bruxelloise risque de disparaître. Or, vous êtes dans un quartier populaire où les gens peuvent encore trouver du travail, peuvent trouver à se loger. Et donc, les politiques régionales qui ont permis la mise en place de cette spéculation immobilière est en train de faire disparaître cet endroit très précieux. Finalement, ce qu'on voit à travers cette question de l'avenir de la zone du canal, c'est un enjeu qu'on voit dans beaucoup de politiques urbaines, c'est pour qui et pourquoi on fait de la politique. On a ici une activité portuaire, logistique qui est nécessaire à la vie urbaine, qui a besoin des espaces qui sont le long du canal, qui crée des nuisances locales, mais qui en évite globalement au niveau régional. Et clairement, les politiques qui sont à l'œuvre dans la zone du canal tendent à rendre ces activités plus compliquées, voire à les chasser, et c'est au détriment de l'emploi, de l'environnement et de la mobilité des Bruxellois. Par contre, ça profite essentiellement aux grands promoteurs, avec toute la question de la spéculation qui peut maintenant se déployer sur des espaces qui lui étaient jusque-là inaccessibles. Depuis une bonne dizaine d'années, en fait, on voit se multiplier ici dans la zone du canal toute une série de projets immobiliers. Et on peut se demander mais pourquoi un tel engouement de la part de promoteurs immobiliers pour un espace qui ne les intéressait pas il y a 10, 20 ou 30 ans. Alors l'explication qu'on entend le plus souvent, c'est une explication par l'offre et la demande. On dit oui, la population bruxelloise augmente, donc la demande de logement augmente, et donc il y a logiquement une offre de logement qui vient répondre à cette demande en croissance. Le problème, c'est que cette explication, elle est très très insuffisante. Donc oui, on peut dire que cette offre qui est créée, elle répond à une demande, mais beaucoup plus à une demande d'investisseurs qu'à une demande d'habitants. Et d'ailleurs, beaucoup des logements qui sont créés et qui sont vendus ne sont pas achetés en fait par des gens qui désirent y habiter, mais sont plutôt achetés par des gens qui investissent, qui placent leur argent en achetant des appartements et dans lesquels ils ne vont pas habiter, ou bien ils vont mettre ça sur des plateformes de style Airbnb ou quoi que ce soit, mais ils ne vont pas vraiment y habiter. Et la conséquence de tout ça, elle est pas mince, c'est que non seulement ce qui est produit est cher, mais ça pousse à renchérir aussi tout le prix autour. Ça alimente une dynamique de hausse des prix, non seulement le long du canal, mais aussi aux alentours. Les ménages, les familles doivent payer plus pour habiter là où elles habitent. Donc le loyer augmente,
Et donc pour rester en place, il faut payer plus. Donc ça veut dire qu'il y a moins de sous disponibles pour les autres dépenses de la vie courante. Et puis, il peut aussi avoir d'autres conséquences en termes de, si ça devient vraiment trop cher, les gens sont obligés de partir à ce moment-là. Ou bien ne peuvent plus arriver dans ces quartiers. C'est-à-dire qu'ils peuvent être des quartiers qui pendant longtemps ont été des quartiers d'accueil, notamment de l'immigration, mais aussi des jeunes qui quittent leurs parents et qui arrivent sur le marché locatif. Ces quartiers deviennent moins accessibles. Derrière nous, c'est le site de Tour et Taxi, un énorme site de 38 hectares, ce qui est l'équivalent de 60 terrains de football, qui a été vendu par la SNCB et le port de Bruxelles, un groupe de promoteurs immobiliers. Et au fil de temps, une société immobilière qui s'appelle Extensa a pu racheter les autres parts et est devenue par la suite le seul propriétaire de cet énorme terrain. Et puis tout doucement, l'urbanisation de ce site a commencé. Ça a commencé d'abord par la construction de bureaux pour des administrations régionales, puis du logement de standing qu'on voit ici aussi derrière, et puis par la transformation de la gare maritime en un centre commercial de luxe. C'est des transformations énormes. Dans un périmètre, les quartiers autour de ce site sont plutôt des quartiers populaires avec des problématiques connues et reconnues par les autorités publiques. Et tous ces projets-là n'apportent aucune réponse aux problèmes rencontrés par les habitants des quartiers aux alentours. Surtout en termes de logements sociaux, la part de logement social dans ce quartier-là, quartier maritime, est de plus ou moins 3%. C'est très peu. Normalement, les pouvoirs publics peuvent, s'ils le veulent, imposer une part de logements sociaux, rien qu'à travers un mécanisme qui s'appelle les charges d'urbanisme. Les pouvoirs publics pourraient imposer une part de logement social. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment les pouvoirs publics, donc nos élus, laissent autant de place au secteur privé pour faire la ville de cette manière-là et donc faire autant de pression, mettre autant de pression sur une majorité de la population qui est déjà fragilisée, qu'on continue à fragiliser avec cette manière de faire la ville. Et Tour et Taxi est un exemple assez parlant par rapport à cette pression énorme que vivent les habitants les plus démunis de la région bruxelloise. Et les promoteurs immobiliers, on se les représente souvent comme des acteurs très puissants financièrement parlant. Et c'est vrai, ils ont une puissance financière importante. Le promoteur actif sur Tour et Taxi, par exemple, il a les reins financiers très très solides. Par contre, aussi puissants au plan financier ces acteurs-là soient-ils, ils ne peuvent pas décider tout seuls, ils ne décident pas tout seuls du sort ou du devenir d'un quartier. Parce que leur activité nécessite en fait toute une série de choses qui sont hors de leur contrôle. Et parmi ces choses, il y a les règles d'urbanisme en vigueur sur les espaces qu'ils investissent. Et les règles d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, c'est vraiment les pouvoirs publics qui ont les leviers en main. Or ici, depuis une bonne dizaine d'années, le long du canal, on observe qu'à plein d'endroits, une série de règles d'urbanisme ont été changées. Et la plupart du temps, vraiment dans un sens très favorable à la promotion immobilière. On peut prendre par exemple le cas d'Upsite, de la tour Upsite derrière moi. Sur le terrain sur lequel cette tour est implantée, jusqu'au début des années 2000, la hauteur maximum de construction, c'était 9 étages. Il y a eu un plan particulier d'affectation du sol, c'est un outil de règles d'urbanisme qui a changé ces règles, si bien que la tour elle fait 41 étages. Donc on voit bien que s'il n'y avait pas eu ce changement des règles d'urbanisme, cette tour elle serait restée un projet sur papier, elle n'aurait jamais pu voir le jour. Le rouleau compresseur est en route pour transformer, pour amener une transformation assez radicale de cette partie
de la ville, avec des conséquences sur la partie de la population la plus fragile, dans les quartiers populaires autour, qui subiront la montée des loyers, encore une fois, et la touristification, en fait, qui est aussi un élément important dans toute cette transformation. D'abord parce que le musée Canal table sur 60% de visiteurs étrangers, et il faut accueillir ces gens-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une avalanche de demandes de permis, de construction de nouveaux hôtels. Il y a 2 hôtels qui sont déjà construits. Il y en a un qui a obtenu son permis. Il y en a 2 ou 3 qui attendent l'instruction pour obtenir le permis. Et tout ça va en parallèle avec l'ouverture bientôt dans 2 ans, 2 ans et demi du musée. Ici, on voit qu'on a des mesures, des décisions d'action publique qui créent les conditions d'une gentrification accélérée de cette partie de la ville. Et donc, il n'y a pas de fatalité, il n'y a rien de naturel à la gentrification d'une partie de la ville. On voit bien qu'il y a toute une série de décisions derrière qui s'emboîtent plus ou moins bien les unes dans les autres et qui peuvent être un coup d'accélérateur important. Et c'est ce qui se passe le long ici, à cet endroit-ci du canal, et il y a d'autres endroits aussi. Je ne crois pas que c'est le rôle des pouvoirs publics de faire ce genre de choix. Au contraire, leur rôle, c'est de régler les problèmes de la population, des habitants, et donc, je dirais, de leur électorat, et pas d'une petite poignée de financiers qui vont se remplir les poches à travers ce genre de projet qui ouvre des opportunités spéculatives à plusieurs étages. Les plans d'aménagement dont on a pu parler jusqu'à présent, ils se sont faits entre autres au nom de la mixité sociale et de la revitalisation des quartiers. Et ce sont des termes hyper positifs et très consensuels. C'est quasiment impossible d'être contre la mixité sociale ou contre la revitalisation. Pourtant, c'est important de les comprendre et de les questionner. Parce que quand on dit que des quartiers doivent être revitalisés, ce qu'on sous-entend implicitement, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de vie ou pas assez de vitalité dans ces quartiers-là. Bon, c'est hyper problématique parce que, en fait, les politiques de mixité sociale, elles sont réalisées que dans les quartiers populaires. Donc, ce qui est le problème et ce qui est visé, c'est plutôt la concentration de ménages précaires dans les quartiers populaires, alors même que ce sont les seuls espaces qui leur sont encore accessibles en ville. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des politiques qui vont essayer de venir aider des personnes de la classe moyenne, enfin des ménages plus aisés, à s'implanter dans les quartiers populaires via divers mécanismes. Donc ça peut être des aides à l'acquisition, des aides à la rénovation ou des politiques publiques qui vont embellir les espaces publics. Alors ces personnes-là vont s'installer dans les quartiers populaires et on considère que magiquement ça va avoir un effet positif pour tout le monde. On cherche juste à agir pour déconcentrer la pauvreté au niveau spatial et pas pour améliorer les conditions matérielles de vie des classes populaires urbaines. À Bruxelles, les autorités publiques nommaient, et beaucoup dans les médias aussi, on entendait beaucoup des expressions comme quartier défavorisé ou croissant pauvre de Bruxelles. C'est-à-dire des façons de parler qui insistent sur les carences, les déficits, ce qu'il manque dans ces quartiers pour être des quartiers dans la norme ou dans la moyenne. Par contre, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, il y a un nouveau vocabulaire un peu qui a pris le dessus, avec des expressions comme territoire du canal, ou nouveau centre-ville, ou quartier stratégique. C'est-à-dire des expressions, cette fois-ci, qui vont parler des mêmes quartiers, mais sous un angle plus marketing, disons, plutôt qui sont des expressions qui sont plus censées attirer l'œil d'investisseurs, de nouveaux habitants, de visiteurs. Et donc autant les premiers quartiers défavorisés, c'était c'était un discours qui allait de pair avec les politiques des contrats de quartier par exemple. Autant le territoire du canal, c'est une expression qu'on entend pour soutenir, ou que les pouvoirs publics plutôt utilisent pour soutenir le plan canal.
ces deux formes de représentation des quartiers populaires qui sont construites, je dirais, d'en haut, c'est-à-dire du point de vue des gouvernants, plutôt que d'en bas, c'est-à-dire du point de vue des gouvernés, et donc en l'occurrence des habitants, des usagers, de toutes les personnes qui travaillent, qui vont à l'école, qui habitent. Le plan Canal, lancé en 2014 par le gouvernement régional bruxellois, un plan qui prévoit toute une série d'investissements, de changements de règles d'urbanisme tout au long du canal à Bruxelles, et qui vraiment a été pris et reçu par les promoteurs immobiliers comme un appel du pied de la part des autorités publiques à venir investir et développer des projets qui sont au final donc les projets qu'on voit aujourd'hui sortir de terre et qui sont des projets chers basés sur une logique de spéculation. On peut aussi se rendre compte à ce moment-là que encourager la gentrification de ces quartiers, ça ne les fait pas du tout revivre ou ça ne la redynamise pas. Au contraire, ça fragilise toute une série de ressources qui sont là et donc au final ça complique la vie en fait des habitants qui font usage de ces quartiers, qui y travaillent, qui s'y logent, qui vont à l'école, etc. Les conséquences, elles ne vont pas s'arrêter là. Prenons l'exemple du Bas de Saint-Gilles. Mais en fait, le Bas de Saint-Gilles, jusqu'à une vingtaine d'années, c'était vraiment un quartier populaire. Et pas seulement un quartier populaire, c'était un quartier d'accueil pour les personnes qui immigrent et s'installent en Belgique depuis l'étranger. Et l'augmentation des loyers à Saint-Gilles, mais aussi la destruction du quartier Midi, ça a eu un impact sur le foncier, sur les loyers, et on trouve à Saint-Gilles beaucoup moins de logements abordables qu'avant. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il va y avoir un report sur d'autres espaces. Et donc aujourd'hui, à Anderlecht ou à Molenbeek, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très très grande concurrence entre les personnes qui ont peu de moyens pour accéder à des logements abordables. Et il y a encore une autre pression, celle dont on a parlé précédemment, celle qui fait que la promotion immobilière, qu'elle soit privée ou publique, s'intéresse elle aussi à ces quartiers. Et donc là aussi, il y a un effet sur les prix du foncier. Ça va amener quoi? En fait, ça va amener à une situation de très grande puissance des propriétaires bailleurs qui peuvent louer quasiment n'importe quoi à n'importe quel prix. Et in fine, cette concurrence entre les personnes et cette position des propriétaires bailleurs, ça amène à une dégradation de vie sur place des classes populaires. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent qu'on rénove jamais rien et que tout reste moche. Et évidemment, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit de dire, c'est si réellement les objectifs politiques sont une amélioration des quartiers pour les personnes qui y vivent, alors il est nécessaire et indispensable d'agir sur les prix du foncier et sur les prix des loyers. Mais par ailleurs, énormément des choses qui sont pour le moment réalisées n'ont pas comme objectif réel une amélioration des conditions de vie sur place des gens qui y vivent. Et ça, c'est ce que nous critiquons. Le canal, la ville, ne sont pas une marchandise, ne sont pas un produit de marketing dont il faudrait doper l'attractivité. On nous vend une alternative infernale, si la ville ne bouge pas, elle recule. On ne voit pas pourquoi il faudrait démolir la ville pour créer une ville durable, une ville intelligente. Les seuls qui ont intérêt à la démolition, au final, ce sont les détenteurs de capitaux. Maintenir l'existant, tenir compte de notre histoire, ce n'est pas être conservateur, ce n'est pas être nostalgique. Le canal, les quartiers populaires qui l'entourent ont un rôle à jouer aujourd'hui, aussi demain comme lieu de vie, lieu de production, lieu d'échange, lieu d'accueil et pas comme lieu de consommation, comme lieu de spéculation. Ce n'est pas par hasard si les prix montent, ce n'est pas par hasard si les entreprises quittent la ville, ce n'est pas juste à cause des méchants promoteurs. Ce sont bien les pouvoirs publics qui délivrent les permis de construire. Ce sont bien les pouvoirs publics qui ont la responsabilité de construire, d'imposer du logement social. C'est aussi les pouvoirs publics qui peuvent préserver des quais portuaires pour les péniches. Nous voulons rester les pieds sur le quai et pas tutoyer le ciel dans des tours de logements haut de gamme qui chassent les habitants, qui chassent les entreprises. Le canal est un territoire précieux, particulier,
un lieu d'écologie sociale et solidaire, un vrai lieu pour revendiquer le droit à la vie.